Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le ministère de la Culture a célébré ses 60 ans. Et comme l'a signalé il y a quelques instants mon collègue Pierre Ouzoulias, de la première maison de la culture inaugurée en 1961 par André Malraux, dans la belle ville du Havre, à aujourd'hui, que de chemin parcouru. Sans nul doute, le ministère de la Culture peut être un motif de fierté, cependant sa tâche est encore immense. Les défis que représente l'accès à la culture pour tous et pour tous, l'accès aux œuvres et l'accès aux artistes, mais aussi l'accès à la pratique et les conditions de son exercice, les droits d'auteur, le statut des intermittents du spectacle, le patrimoine et des archives, constituent les fondements de l'action du ministère. Par son expertise, son expérience et la grande qualité de ses agents, le ministère a un rôle prépondérant à jouer dans le rayonnement culturel de la France et de ses territoires. Outre-mer, il existe par contre un paradoxe surprenant. La culture, produit d'une histoire mouvementée, fondée sur les expériences douloureuses de l'esclavage et de la colonisation, est aujourd'hui foisonnante et plurielle. Mais on constate dans le même temps les manques d'une politique culturelle qui trop longtemps a traité les Outre-mer en parents pauvres. Comme le montrait en 2018 le rapport sur les zones blanches de la culture, il reste beaucoup à accomplir pour réduire les inégalités patentes qui demeurent entre les différents territoires de l'Hexagone et entre l'Hexagone et les Outre-mer. 37 ans après le mouvement de décentralisation, le premier mouvement de décentralisation culturelle des lois Auroux, les chiffres révèlent un sous-équipement flagrant. Pour les 2,7 millions d'ultramarins répartis dans une dizaine de territoires, au total seulement 2 conservatoires et 2 scènes nationales, aucune salle de plus de 3000 places, aucun musée d'art contemporain et un seul FRAC à La Réunion. Il faut le dire, longtemps le pouvoir jacobin a nié nos spécificités culturelles, craignant de nourrir des velléités indépendantistes. Néanmoins, l'inauguration en 2015, et je salue mon collègue Victorin Lurel, l'inauguration en 2015 du Memorial Act est l'exemple même que les choses changent et que nos territoires peuvent même être à l'avant-garde dans certains domaines. Toutes ces missions appellent à renforcer les services déconcentrés de l'État, à associer les collectivités territoriales, à conforter les associations et à s'appuyer avec cohérence sur les groupes privés, les renforcer à travers une politique ambitieuse et ouverte à la création, une politique de soutien à toutes les actrices et tous les acteurs de la culture. Comme ces 2 dernières années, les crédits de la mission culture sont maintenus en 2020 avec une hausse de 1% par rapport à la loi des finances de 2019. Le budget qui nous est présenté se veut d'abord au service de l'émancipation citoyenne. Pour cela, Monsieur le ministre, vous engagez la généralisation de l'éducation artistique et culturelle, l'EAC, afin d'en faire une réalité pour tous les enfants et jeunes de 3 à 18 ans. C'est l'objectif du 100% EAC. Cependant, l'émancipation artistique et culturelle n'est pas circonscrite entre 3 et 18 ans. Aussi, notre commission sera attentive aux conclusions de la mission confiée à la députée Aurore Bergé sur la politique d'émancipation artistique et culturelle pour tous les âges. De même, nous présenterons dans quelques jours avec ma collègue Sonia de la Provôté le fruit de notre travail sur les nouveaux territoires de la culture. Nous défendrons notamment l'urgence de combattre les inégalités territoriales, comme elle l'a signalé il y a quelques instants aussi, que j'ai décrite précédemment au profit d'un nouveau modèle de démocratisation culturelle fondé sur la notion des droits culturels. L'émancipation citoyenne passe aussi par le Pass Culture. Pour observer l'expérimentation à l'œuvre sur mon territoire et participer à son suivi au sein du groupe de travail présidé par notre collègue Jean-Raymond Hugonet, je peux témoigner de l'investissement des services déconcentrés de l'État et des effets déjà bénéfiques de ce dispositif. En 2019, une nouvelle étape a été franchie avec la poursuite de l'expérimentation et le lancement de la société du Pass Culture. L'an prochain, 10 millions d'euros de plus, soit un total de près de 40 millions d'euros, nous permettront d'accroître le nombre de jeunes éligibles et d'ouvrir l'expérimentation à de nouveaux territoires. Cela étant, les résultats de la première expérimentation montrent que 52% des jeunes auraient activé leur compte. Peut-être pourrez-vous nous dire, Monsieur le ministre, les moyens que votre ministère entend mettre pour que les jeunes aient une meilleure connaissance du dispositif lors des expérimentations à venir. Les crédits alloués au programme Création sont aussi en augmentation. Le spectacle vivant se trouve ainsi renforcé à travers, entre autres, les grands opérateurs importants vecteurs culturels irriguant le territoire. En cela,
Ce sont des acteurs essentiels qui participent à la transmission des savoirs au plus grand nombre. Je salue l'initiative des microfolies, opportunité formidable de diffusion de la culture. Outre-mer, ce dispositif a été lancé avec succès le 16 novembre dernier en Guadeloupe, avec l'inauguration des 2 premières microfolies, dont une itinérante sur l'ensemble du territoire. Enfin, les crédits du programme patrimoine de la mission culture progressent de 6,8%. Les 970 millions d'euros du programme sont pour une large part dévolus à l'entretien et à la restauration des monuments historiques et du patrimoine monumental, avec quelques chantiers particulièrement importants, comme le Grand Palais à Paris ou le château de Villers-Cotterêts. Ce château, méconnu de la plupart des Français, fait partie des hauts lieux de l'histoire de France. Il accueillera un projet francophone unique au monde, la Cité internationale de la langue française, auquel nous adhérons, et je suppose, sur tous ces bancs. L'année 2019 a été par ailleurs marquée par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le fonds dédié à la mise en œuvre du plan de sécurisation des cathédrales, doté de 2 millions d'euros, doit financer des audits qui nous permettront de nous assurer qu'une telle catastrophe ne retouche jamais l'une des 87 cathédrales classées appartenant à l'État. Si ces chantiers sont évidemment indispensables, nous sommes heureux de constater que le budget alloué au patrimoine de moindre ampleur est lui aussi en augmentation. Il est nécessaire d'envoyer à l'adresse des collectivités un signal pour montrer que l'État réinvestit dans ce patrimoine qui est tout aussi important. Nous savons toutefois que les chantiers en ce domaine sont multiples et pratiquement inépuisables. C'est pourquoi l'effort devra être prolongé. Pour conclure, le budget de la présente mission progresse. Il va dans le sens d'une meilleure prise en compte de tous les territoires et privilégie les structures souples qui s'adressent en priorité aux plus jeunes de nos concitoyens. Pour ces raisons, notre groupe votera les crédits de la mission. Je vous remercie.